Jamais je n'ai raconté cette histoire à personne. Et honnêtement, je ne sais pas si je suis prête à la raconter maintenant. Mais chaque fois que je ferme les yeux et que je pense à cette nuit-là, je ressens la même chose qu'alors. Un nœud dans la gorge qui m'empêche de respirer et une envie énorme de pleurer. J'ai 80 ans. 80. Et cette nuit-là, debout devant ce restaurant de luxe, sous la pluie, avec mon vieux manteau plein de raccords de fortune, j'ai découvert quelque chose sur le monde qui m'a brisé de l'intérieur. Mais j'ai aussi découvert quelque chose sur l'amour d'une mère qui m'a reconstruite. Si quelqu'un m'avait dit ce qui allait se passer en franchissant ces portes de verre, je ne l'aurais pas cru. Et vous n'allez pas le croire non plus. Mais c'est arrivé. Tout est arrivé, et j'ai besoin de le raconter parce que cela fait trop d'années que je le garde pour moi. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je suis née dans une famille nombreuse. Ma mère a eu 7 enfants et j'étais l'aînée. Mon père est mort quand nous étions encore jeunes et j'ai dû assumer des responsabilités qui ne m'appartenaient pas. Mes frères et sœurs ont grandi, ont fondé leur propre famille, sont partis un par un. Et je suis restée là, dans la maison de mes parents, sans mari, sans enfants, sans famille à moi. Cela plaisait à ma mère, de m'avoir près d'elle, disponible, comme si mon destin était de m'occuper d'elle éternellement. Et je souffrais. Je souffrais parce que je sentais que je vivais ma vie pour rien. Mais un jour, tout a changé. Thomas est arrivé en ville. Et écoutez, je ne suis pas du genre à tomber amoureuse facilement. Mais avec Thomas, ce fut instantané. Quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans la manière dont il me regardait comme si j'étais l'unique personne au monde. Ma mère l'a accepté à contre-cœur parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été heureuse. Vraiment heureuse. Mais ce bonheur fut de courte durée. Thomas s'est noyé. Aussi simple que cela, aussi brutal. Un jour il était avec moi et le lendemain il n'était plus là. La douleur que j'ai ressentie était indescriptible. Je mourais de tristesse, et comme si cela ne suffisait pas, ma mère est morte peu après d'une crise cardiaque. Je me suis retrouvée complètement seule, et honnêtement, à ce moment-là, j'ai pensé que la vie n'avait plus de sens, que tout était fini pour moi. Mais alors j'ai reçu une nouvelle qui a tout changé. J'étais enceinte. Mon fils, mon Scott. Ce fut la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je me suis occupée de lui, je l'ai aimé, j'ai voulu être la meilleure mère du monde. Attentionnée, aimante. Il était un cadeau du destin. Prêtez attention à ce détail car il sera important plus tard. Mes problèmes cardiaques ont commencé il y a longtemps. Au début, ce n'était qu'une gêne, puis des douleurs fortes, puis des malaises. Si vous saviez à quel point je m'en suis voulu de ne pas être allée chez le médecin à temps. Quand j'y suis enfin allée, c'était déjà trop tard. Le médecin m'a dit que seule une opération pourrait me sauver et que les chances de survie étaient très faibles, et que même si je survivais, je devrais passer beaucoup de temps à l'hôpital. Et vous savez ce qui a été le pire? Je n'avais personne à qui confier Scott. J'ai supplié mes frères et sœurs de s'occuper de lui pendant que j'étais à l'hôpital. Tous avaient des enfants. Tous m'ont donné la même excuse, qu'ils avaient déjà trop de bouches à nourrir. Aucun n'a voulu s'en charger. Alors j'ai pris la décision la plus douloureuse de ma vie. J'ai emmené mon petit Scott dans un orphelinat. Il m'a regardé les yeux pleins de larmes et m'a demandé de ne pas le laisser dans une maison d'inconnus. Mais je n'avais pas d'option.
Moi-même, je partais dans un endroit inconnu appelé hôpital, et possiblement pour toujours. Je pensais que je le confiais pour un temps, le temps de me rétablir. Il s'est avéré que c'était pour toujours. Et c'est là que l'histoire devient pesante. Un miracle s'est produit. La chirurgie fut un succès. Je suis sortie de l'hôpital en 1 mois et demi. Et la première chose que j'ai faite, la première, a été d'aller directement à l'orphelinat chercher mon fils. Mais ce que je craignais le plus était arrivé. Scott avait déjà été confié à une famille adoptive. Je leur ai supplié, terrorisé, de me donner l'adresse de cette famille. Mais le directeur de l'orphelinat a refusé, et à partir de ce moment, la vie a perdu tout son sens pour moi. Pendant des années, pendant des décennies, j'ai continué à rêver qu'un jour je le retrouverais, peu importe ce qui arriverait. Et ce jour est arrivé, mais ce ne fut pas comme je l'avais imaginé. Laissez-moi vous raconter comment je l'ai trouvé. Il y a environ 1 an, dans un parc, j'ai croisé une femme avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. Sa fille était la fondatrice d'une institution caritative qui aidait à placer des enfants dans des foyers adoptifs. Ce n'était probablement pas la chose la plus correcte à faire, mais elle a fait des recherches sur la famille qui avait élevé Scott. Elle m'a aidé à le retrouver. J'ai découvert que mon fils était un homme accompli, intelligent, propriétaire d'un restaurant élégant en ville, et j'ai ressenti une fierté que je ne peux décrire avec des mots. J'ai économisé pendant des mois sur ma petite pension pour pouvoir payer une réservation dans son restaurant. Chaque pièce comptait. Chaque jour passé sans manger quelque chose de superflu était un jour de plus près de le voir. Finalement, le jour est arrivé. C'était un jour de pluie. De grosses gouttes tombaient sur l'avenue et sur les gens qui passaient à cette heure de la nuit. Personne ne m'a remarqué marchant lentement dans la rue. Les gouttes tombaient sur mes joues ridées, sur mes vêtements usés. Mon vieux manteau avait des pièces que j'avais moi-même cousues avec soin. Mes bottes étaient sur le point de tomber en morceaux. Sur ma tête, je portais un foulard discret, et dans mes mains, un morceau de papier avec l'adresse du restaurant. Je suis arrivée devant l'endroit et je me suis arrêtée. J'ai vu des personnes vêtues de vêtements chers descendre de voitures de luxe, entrant avec des visages satisfaits. L'un des hommes est passé près de moi et a dit sans même me regarder : « Tu n'as que ça à faire, demander de l'argent ?» Je ne lui ai même pas prêté attention. Je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour voir mon fils. J'ai ouvert la porte en verre et je suis restée immobile un moment, regardant les murs brillamment décorés, les meubles élégants. Et je suis allée jusqu'au comptoir de la réception. La réceptionniste, une fille qui souriait aimablement 1 minute auparavant, a froncé le nez en me voyant et a dit avec dédain : « Vous devez vous tromper d'adresse. S'il vous plaît, quittez le restaurant immédiatement ou j'appelle la sécurité. » Et écoutez, je ne comprenais pas. Je ne comprenais tout simplement pas pourquoi je ne pouvais pas entrer. Je lui ai dit que j'avais une réservation, que j'avais payé. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. « Vous vous moquez de moi ? C'est un endroit décent ici. Ce n'est pas pour des gens comme vous. Allez-vous-en. » Je suis restée figée. Pourquoi me confondait-il avec une indigente ? Oui, mes vêtements étaient vieux, mais ils étaient toujours propres. Je ne sentais rien de mauvais. Mes cheveux étaient propres. Et jamais de ma vie, même dans les moments les plus difficiles, je n'ai demandé d'argent à un étranger. La réceptionniste a appelé l'agent de sécurité, un jeune homme nommé Richard.
Elle lui a expliqué la situation comme si j'étais un problème à résoudre. Le garde m'a regardé avec une certaine gêne et a dit « Laissez-moi vérifier. Montrez-moi votre réservation. » J'ai sorti avec précaution un mouchoir de la poche intérieure de mon manteau et je l'ai déplié jusqu'à ce que mon document apparaisse. Je le lui ai remis. Il l'a lu. « Donc votre nom est Miranda, 80 ans. » Il m'a regardé avec surprise. « Écoutez, peut-être vous êtes-vous trompé. Ce n'est pas un restaurant pour des gens comme vous. » « Je ne me suis pas trompé. Vérifiez, j'ai fait une réservation. » Le garde a appelé et la réponse l'a surpris. Oui, il y avait effectivement une réservation à mon nom. Et elle était payée. Mais la réceptionniste est intervenue à nouveau. « Je m'excuse, mais c'est un restaurant d'élite. Seuls les gens riches et respectés viennent ici. Nous ne voulons pas de vous ici. » Cela m'a fait très mal d'entendre ça. Pourquoi me traitaient-ils ainsi? Je ne leur avais rien fait. Dans ma jeunesse, nous nous entraidions toujours, pour le meilleur et pour le pire. Mais je savais pourquoi j'étais là, et je n'allais pas reculer. Je leur ai dit que je ne venais pas pour manger. J'avais besoin de voir le propriétaire. La réceptionniste est devenue furieuse quand elle m'a vu prendre ma réservation et commencer à monter les longues marches. J'ai degadu comment elle se plaignait aux gardes. « Tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer quand cette clocharde va s'approcher des invités. » Monter ces escaliers fut un tourment. Mes jambes me faisaient mal à chaque pas. Mais j'ai fini par arriver en haut. J'ai ouvert la porte lourde et je me suis retrouvé gai. Les lumières brillantes m'ont fait fermer les yeux. Des tables décorées débordaient de nourriture. Des serveurs avec des plateaux dorés passaient entre les invités. Des hommes en costume chair, des femmes en robe de soirée. Je me suis sentie mal à l'aise. Et il ne s'est pas passé une minute avant que je ne capte le regard méprisant d'un homme qui me pointait du doigt. « C'est quoi ça? Ce n'est pas un refuge ici. Regardez ça, serveur !» Attendez, ça devient pire. Une femme dans une robe étincelante a ajouté « Ces indigents ont maintenant le culot d'entrer dans les restaurants. Pourquoi les gardes ne surveillent pas ?» J'ai fermé les yeux, horrifiée. Jamais je n'avais vécu une telle humiliation. Une autre femme, visiblement ivre, ne s'est pas retenue. « N'est-il pas un peu tard pour que la grand-mère vienne au restaurant? À cet âge-là, elle devrait déjà penser au repos éternel. Elle veut s'asseoir avec nous? Seulement, ne vous asseyez pas près de moi. Je suis allergique à ce genre d'odeur de ceux qui vivent dans la rue. » Son rire s'est propagé dans tout le restaurant. J'ai essayé de ne pas pleurer. Qu'ai-je de mal? Oui, je suis vieille, mais ce n'est pas une raison pour se moquer de moi et me faire honte en public. Ils vont eux-mêmes vieillir un jour. Comment peuvent-ils ne pas comprendre cela? Les moqueries ont continué de toutes parts. Je n'ai pas payé ce prix pour voir une clocharde. Pourquoi devons-nous supporter une telle misère? Que fait le directeur? Je vais faire fermer ce restaurant. Les serveurs se sont cachés dans les coins, murmurant entre eux. Beaucoup avaient de la peine pour moi, mais personne n'a osé affronter la foule ivre. Ces gens venaient pour s'amuser et étaler leur statut. C'était prestigieux de travailler là. Le propriétaire payait bien. Personne ne voulait perdre sa place. Savez-vous ce qui m'a le plus surprise? Une seule personne, une jeune serveuse, s'est vraiment indignée. Je l'ai entendu dire « Ne sont-ils pas des êtres humains? Comment peuvent-ils se moquer ainsi d'une personne âgée? Je vais parler au directeur immédiatement. » Ses collègues l'ont prévenu de ne pas le faire, que le directeur soutiendrait les clients
parce qu'ils apportaient l'argent. Elle a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a des choses plus précieuses dans la vie que l'argent. Mais apparemment, vous ne les connaissez pas. Alors un homme a titubé vers moi et a dit « Pourquoi tu ne chantes pas ou ne danses pas pour nous? Allez, allez !» Et il a commencé à applaudir. Les autres l'ont suivi. La salle entière a ri. Je n'en pouvais plus. Mon cœur me faisait mal. Les larmes roulaient sur mes joues. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai marché vers la sortie. Et vous n'étiez pas prêt pour ce qui arrive après. Avant que je ne puisse faire quelques pas, la porte s'est ouverte et un homme de grande taille est apparu sur le seuil. Il a regardé tout le monde avec un air étrange et a crié « Messieurs, que se passe-t-il? Tout va bien ?» Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. C'était comme si j'étais paralysée. « Scott, mon cher Scott, tu avais grandi, tu avais mûri, tu ressemblais tellement à ton père, les mêmes yeux, le même menton. » Les larmes sont revenues à mes yeux, mais cette fois de joie. Une joie si grande que, pendant un instant, j'ai oublié toute la douleur et l'humiliation. Mais il est passé devant moi. Il était plus intéressé par le service de ses clients. Les visiteurs m'ont désigné du doigt. « Sortez-la d'ici, elle n'a pas sa place ici. » Et Scott, mon propre fils, a répondu « Bien sûr, c'est juste un malentendu. Nous allons régler ça tout de suite. En compensation, le dessert est offert par la maison ce soir. » Il s'est tourné vers moi et a dit « Vous, venez avec moi. » Il ne m'a pas reconnu. Il n'était qu'un enfant à l'époque. Tant d'années avaient passé, une vie entière. Il se peut qu'il m'ait oublié. Il m'a emmené à l'écart et s'est présenté formellement. « Bonjour, je suis Scott, le directeur de ce restaurant. On m'a informé que les invités se sont comportés de façon inadéquate avec vous. Excusez-les. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à votre présence. Je vais vous compenser. Je sais que vous avez payé pour la table. Vous recevrez le double de la valeur. » J'ai remarqué comment il regardait mes vêtements usés. Pour lui, j'étais une indigente qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir de l'argent pour une table chère. Et la seule chose qu'il voulait, c'était se débarrasser de moi. « Laissez-moi vous montrer la sortie. Descendez par les escaliers, » a-t-il dit en montrant la direction. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était mon Scott. Oui, maintenant un homme adulte et accompli. Mais pour moi, il restait mon petit garçon, et il me jetait dehors. Les insultes des clients n'étaient rien comparées à cela. J'ai rassemblé toutes mes forces et je lui ai dit « Scott, je ne suis pas une étrangère, je suis ta mère. » La réceptionniste et le garde se sont regardés. « Je vous avais dit qu'elle n'était pas saine d'esprit, » a-t-elle murmuré. Scott ne m'a pas cru. « Écoutez, c'est trop. Pourquoi mentez-vous? Ma mère est morte il y a des années d'une crise cardiaque. Prenez l'argent et partez. Richard, occupez-vous d'elle. » Et il a disparu. Le garde m'a fait sortir. Je me suis assise sur un banc dehors, sous la pluie, et j'ai pleuré. Tout était gâché. J'avais économisé pendant si longtemps pour ce moment. Le matin, je m'étais imaginé le moment où je verrais mon fils. Je lui raconterais tout. Je pourrais au moins le voir occasionnellement tant que je serais en vie. Soudain, en mettant les mains dans les poches de mon manteau, j'ai trouvé une enveloppe. Comment avais-je pu l'oublier? À l'intérieur, il y avait une photo de Scott quand il avait 6 ans. Un photographe était venu nous voir et nous avions pris une photo en souvenir. Il devait se souvenir de cette photo. Alors, il m'écouterait.
J'ai décidé d'attendre qu'il sorte du travail. Ce qui a semblé être une éternité a passé. Finalement, la porte s'est ouverte. Scott est sorti avec d'autres personnes et ouvrait déjà la portière de sa voiture. J'ai crié avec les dernières forces qu'il me restait. « Attends, mon chéri !»« Encore vous ? Partez ou j'appelle la police !» a-t-il répondu en montant dans la voiture. « Non, attends !» J'ai levé la photo pour qu'il la voie. La voiture s'est arrêtée. Scott est sorti et m'a demandé, confus, « Où avez-vous eu cette photo ? C'est quand j'avais 6 ans. » Un photographe était venu nous voir. Nous avions pris une photo en souvenir. Tu ne t'en souviens pas ? Scott a réfléchi un instant. J'avais 2 photos, mais la deuxième a été perdue. Heureusement, elle n'a pas été perdue, lui ai-je dit. Il savait que cette photo était restée avec lui à l'orphelinat, puis avec la famille qu'il avait adoptée. Mais on lui avait dit que sa mère était morte d'une crise cardiaque. Il ne trouvait pas de réponse. « Vous êtes complètement gelé. Venez, je vous offre un thé et nous discutons. » J'ai accepté avec bonheur. Enfin, je discutais avec mon fils. Je lui ai tout raconté. La maladie cardiaque, l'opération, comment je l'avais laissé à l'orphelinat en pensant que ce serait temporaire, comment, quand je suis allée le chercher, il avait déjà été donné en adoption, comment le directeur avait refusé de me donner l'adresse de sa nouvelle famille. Scott m'a écouté, et au début j'ai senti son ressentiment. Il m'a dit qu'il se souvenait comment, chaque dimanche à l'orphelinat, il attendait que sa mère vienne le chercher, mais elle n'est jamais venue. Il m'a dit qu'il avait eu de la chance avec ses parents adoptifs, qu'ils lui avaient tout donné, un foyer, une éducation, mais qu'ils étaient très stricts, que l'amour d'une mère lui avait manqué. Je ne savais pas comment m'excuser pour cela. Aucune excuse n'était suffisante. Il m'a demandé comment je vivais maintenant. Je lui ai dit que j'avais perdu la maison de mes parents, que les enfants de ma sœur m'avaient trompée et me l'avaient prise. Je lui ai dit que je louais une petite chambre. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi. Je ne lui ai caché qu'une chose dont j'avais honte, que pendant longtemps j'avais vécu à la rue, qu'un concierge avait eu pitié de moi et m'avait laissé dormir dans un petit débarras où tenaient à peine un canapé et une chaise à côté de ses outils de nettoyage. Cette nuit-là, allongée sur ce canapé, les jambes et la tête douloureuses, j'ai été heureuse pour la première fois depuis des années. J'ai rêvé que j'étais avec mon fils. Ce fut le plus beau rêve de ma vie. Et ce que je ne savais pas alors, c'est que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai failli tomber sous le choc. C'était Scott. « Comment m'as-tu trouvé ?» lui ai-je demandé. « C'est toi qui m'as trouvé. Maintenant, c'est mon tour, » a-t-il répondu en souriant. « Viens avec moi, je vais te présenter à ma femme et à mes petits-enfants. Tu en as 3. » Je ne pouvais plus parler, je ne faisais que pleurer. Alors Scott m'a remis une clé. J'ai un petit appartement où personne n'a vécu depuis longtemps. Désormais, tu vas vivre là. J'avais presque perdu espoir, mais le bonheur m'a trouvé malgré tout, et il m'a réchauffé comme le soleil d'été. Ce bonheur, c'est mon fils qui me l'a donné. Il a été capable de comprendre et de pardonner. Je sais que beaucoup d'entre vous vont penser que je ne le méritais pas. Qu'une mère qui laisse son fils dans un orphelinat ne mérite pas de seconde chance. Et honnêtement, je l'ai moi-même pensé bien des fois. Mais la vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Parfois, les décisions les plus douloureuses sont prises par amour, non par abandon. Parfois, une mère laisse partir son fils précisément parce qu'elle l'aime trop
pour le laisser seul au monde si elle meurt. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-moi un like. Vraiment, cela m'aide plus que vous ne l'imaginez pour continuer à vous apporter ces histoires. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous pardonné? Parce que je ne sais toujours pas si Scott a fait ce qui était juste ou s'il a simplement fait ce que son cœur lui dictait. Parfois c'est la même chose, parfois non. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a une nouvelle histoire, et certaines sont encore plus fortes que celle-ci. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, si on vous a déjà jugé sur votre apparence, si vous avez déjà perdu quelqu'un et que vous l'avez retrouvé, je veux entendre votre histoire. Je lis tous les commentaires. Tous. On se voit à la prochaine.